Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Ici Victor, comme d'habitude j'ai toujours 37 ans, 200 lots en IMO, que ce soit du Airbnb, de la coloc, de la sous-loc, un petit peu de tout. Et je vous aide à reprendre pour 1 à 3 millions par semaine d'immobilier et reprendre une entreprise par mois. Voilà ce que je fais. Si ça vous intéresse, vous avez mon lien en description pour rejoindre un de mes coachings. Et aujourd'hui, on se donne place à l'épisode Sortir son argent de France. Alors oui, ça y est, on met les pieds dans le plat. On est dans un moment où effectivement, ça peut devenir un petit peu compliqué en France. Les différentes annonces, le fait qu'il y ait de moins en moins de personnes qui travaillent pour financer un système qui fait de la redistribution, mais qui au passage, on a un État qui va garder une grande partie de l'argent qui est pompé à droite à gauche et des réformes qui n'ont pas lieu, on peut se poser la question de ce qui va se passer concrètement à l'avenir. Et une des choses qui risque de se passer, d'ailleurs c'est un petit peu ce qui est voté en ce moment, c'est encore une fois d'augmenter les impôts, de prendre de l'argent que vous avez tout en spécifiant que tout va bien se passer parce que vous allez avoir des retraites et vous profitez d'un système de santé incroyable. Donc attention à tout ça, et il y a surtout, et je parle à ceux qui vont se lancer dans le business, plus on avance, plus on veut avoir de ceux qui vont faire du business ou même de l'immobilier. Moi, à titre personnel, par exemple, pour que vous soyez au courant, je me retrouve en ce moment à avoir un appartement dans le sud où le logement a été classé comme indécent. Il faudrait que je vois le terme exact par la mairie, qui me force à reloger un locataire qui a créé la problématique dans le logement, à le reloger en haute saison. Donc, je suis dans une zone qui est quasiment balnéaire. Le locataire doit me payer de l'ordre de 450-500 euros par mois. Je ne perçois plus les loyers qui sont maintenant saisis par la Caisse des dépôts. Et à côté de ça, je dois le reloger en pleine saison. Donc pour le reloger sur une période d'un mois, vous imaginez bien que ça coûte plutôt 1500 à 2000 euros pour faire la relocation. Et je dois faire les travaux avant de le remettre dedans. Et ben voilà, dans quel pays on est en ce moment, et il y a la même chose sur des entreprises où vous pouvez avoir de temps en temps, donc j'ai eu le problème, je vous en avais parlé, un moment l'URSSAF qui m'avait bloqué 80 000 euros de mon entreprise parce que je devais 80 euros, que je ne devais pas d'ailleurs, 80 euros d'impayés qui n'étaient pas des impayés parce que je n'avais pas de salariés, donc pas d'URSSAF à payer. Donc une fois que vous vivez ce genre de situation, où on peut vous pomper de l'argent sur n'importe quel de vos comptes. Donc c'est pas compliqué. Il y a un moment, si vous êtes condamné quelque part, et ça peut aller très vite, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez des logements, une fois que vous avez des entreprises, je vous assure que ça va très très vite. Au début, si vous êtes débutant, je vais vous raconter pour vous donner un petit peu, c'est un peu dur de comprendre quand on est débutant. Quand on est débutant, on a quoi ? On a 1-2 comptes bancaires. Quand vous allez avancer dans l'immobilier et avancer dans les entreprises, vous allez avoir 10, 20 comptes bancaires, 30 comptes bancaires. Vous allez avoir des flux d'argent qui vont un petit peu partout avec des impôts qui sont différents. Vous allez avoir les impôts de Paris, vous allez avoir les impôts dans l'Est, dans le Nord, en fonction de ce que vous faites comme investissement. Si vous avez des entreprises, vous allez avoir des comptes bancaires d'entreprise avec des impôts propres aux entreprises, etc., etc. Ce qui fait qu'en fait, vos comptes personnels sont... Enfin, vous avez tellement de flux et tellement de choses à regarder que potentiellement, il peut y arriver des moments où vous êtes en litige avec l'État. Attention, ça peut être l'État en tant que tel, ça peut aussi être l'URSSAF, ça peut aussi être vos entreprises et des conflits avec, je sais pas, la TVA, etc. Il y a un grand nombre de conflits qui peuvent avoir lieu. Et la problématique, c'est qu'on peut arriver à un stade où l'État décide simplement de vous faire une saisie sur compte et peut directement, pour différentes raisons, vous saisir sur n'importe lequel de vos comptes. Le système aussi est un petit peu bancal, c'est que de temps en temps, au lieu de me saisir une entreprise, on m'a saisi mes comptes personnels, etc. Bon, bref, moi j'ai eu plein de cas sur plein de choses différentes, que ce soit des taxes de logement vacants que je conteste, que je ne veux pas régler, et finalement j'ai des prélèvements alors que les logements sont occupés, on me pose énormément de questions auprès des impôts. Ils me font un prélèvement automatique sur mes logements. Ça peut arriver, pareil, avec ce dont je vous ai parlé, donc l'URSSAF qui peut vous bloquer concrètement. Ça peut aller très vite, donc un de vos comptes bancaires. Ça peut aussi aller avec une banque qui décide de vous bloquer ou d'arrêter un de vos comptes bancaires, ce qui m'est arrivé, et qui vous envoie par la poste simplement le montant de votre solde de compte bancaire. Donc ça m'est arrivé avec la Banque Populaire, pourtant qui me suit depuis très longtemps, qui m'a arrêté un compte bancaire et qui m'a envoyé un chèque de plus de 50 000 euros par la poste. Il aurait pu se perdre comme ça dans la nature. Bref, vous avez plein de choses qui peuvent vous arriver, qui normalement n'arrivent pas
spécifiquement en France, et c'est pas le genre de choses où on est habitué en France, mais on est beaucoup plus habitué à ça lorsqu'on est dans des pays moins stables, on va dire, avec des systèmes qui protègent moins les personnes individuelles. Mais en tout cas, il y a quelque chose de véritable qui est en train de se passer. Et aussi, on n'est jamais, plus on avance dans le temps, moins on est à l'abri en France qu'il y ait des grosses saisies qui soient effectuées sur les comptes bancaires pour du financement de guerre, pour du financement de retraite, où à un moment, on va avoir un gouvernement et un emballement social qui va nous dire oui, effectivement, il faut saisir l'argent de ceux qui gagnent plus de 4 000 euros par mois. On a besoin de payer de la dette tout de suite et maintenant. Paf, on demande aux banques françaises de bloquer l'argent et qu'on ne puisse plus faire de retrait. Ce qui peut arriver, ce qui peut arriver d'ailleurs sur des SCPI, ce qui peut arriver sur certains fonds lorsque vous avez investi votre argent, et potentiellement ça peut arriver sur vos comptes. Il y a quand même cette notion où il y a une fameuse garantie de 100 000 euros qui en fait n'est pas vraiment approvisionnée. Donc est-ce que cette garantie de 100 000 euros existe vraiment en cas de faillite d'un de vos comptes d'une banque? Je ne sais pas. Bref, une fois que tout ça est dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors ça ne change rien à notre optique qu'on est obligé de se lancer dans de l'action pour concrètement gagner de l'argent. Donc gagner de l'argent, si vous êtes en France, c'est quand même beaucoup plus simple de le faire avec de l'immobilier en France, c'est quand même beaucoup plus simple de le faire avec des entreprises et du business en France. Donc ça ne change pas. Si vous êtes dans une première phase de constitution de patrimoine, il faut y aller à un fonds en France et il y a largement de quoi faire en France pour gagner de l'argent. Par contre, à partir d'un certain montant et un certain montant d'argent, je pense qu'il est intéressant de quand même se diversifier un petit peu, ou du moins de stocker de l'argent qui ne peut pas être directement saisi par l'État s'il y a une problématique A ou B, ou si vous avez un procès, même en pénal en direct, ce qui peut très vite arriver, encore une fois. Il ne faut pas penser que tous ceux qui ont des procès en pénal, c'est de l'agression sexuelle, c'est des pédophiles. Non, ça peut très bien vous arriver d'avoir un procès en pénal de mauvaise gestion sur une entreprise parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris et vous vous faites avoir dans un espèce de procès. On va vous demander de rembourser 100 000 euros et on va vous saisir 100 000 euros sur vos comptes. Et si l'argent est sur vos comptes, ce sera saisi. Donc là, dans ce cas-là, vaut mieux avoir un petit peu d'argent de côté, ce qui va vous permettre de redémarrer et pas d'être dans une phase où vous subissez votre vie dès que vous avez 500 balles qui tombent sur votre compte. Comment on fait pour faire ça? Si vous voulez des banques, première optique pour avoir de l'argent qui ne sera pas du coup saisi si vous avez des problématiques, et là je pense à quelqu'un que j'ai vu d'ailleurs sur BFM TV qui est une personne un peu réactionnaire, et je pense pas qu'il faut aller jusque là, mais qui a des sujets du coup avec l'État, et qui en fait cette personne a stocké son argent par exemple sur un site de paris en ligne. D'ailleurs j'aimerais bien l'inviter ici, ce qui fait que son argent est stocké sur un site de paris en ligne qui n'est pas saisissable par l'État, et du coup dès que cette personne a besoin de payer quelque chose, elle va gérer à partir de ces fonds là. Ceux dont je vous parle, vos locataires vont aussi pouvoir le faire. Je vous rappelle que lorsque vous avez un locataire qui ne vous paye pas, disons qu'il a 5 000 euros de loyer impayé, qu'il est condamné à vous payer 5 000 euros plus 500 ou 1 000 euros de dédommagement, donc 6 000 euros. Ce qui va se passer, c'est que vous allez essayer de saisir l'argent sur son compte bancaire. Donc vous allez chez un huissier qui va pouvoir voir tous les comptes bancaires de la personne, va dire « Ok, je saisis 6 000 euros ». La personne, assez souvent, n'aura pas le montant, va s'amuser ou en tout cas optimiser ses flux pour ne pas avoir le montant, et du coup, vous allez avoir un retour comme quoi, en fait, vous ne pouvez pas saisir l'argent. Généralement, ce qui est fait, c'est que vous attendez les fêtes de Noël pour qu'il y ait un peu plus de fonds pour saisir des fonds à ce moment-là, et ça peut prendre 2, 3, 5 ans, je ne sais pas quelle est la limite, pour réussir à ressaisir les fonds. Indirectement, ces personnes-là font ça, et vous, moi, je vous encourage à faire la même chose de votre côté pour protéger un minimum d'argent pour que vous puissiez vous régler vos problématiques de la vie. Pas vous retrouver dans un moment où tout part en live et que ce soit vous qui soyez en capacité finalement de gérer vos affaires et de rembourser vos dettes quand vous voulez les rembourser. Si à un moment vous avez plusieurs opérations, vous vous faites saisir des gros montants alors que vous n'êtes pas d'accord et même que vous allez attaquer pour récupérer les montants, donc ça peut arriver. Quand vous faites du business, c'est quelque chose qui peut tout à fait arriver. En ce moment, par exemple, en ce qui me concerne, l'État, sur un type d'activité, m'a saisi 80 000 euros. Ces 80 000 euros-là, je vais attaquer l'État. Elles vont être débloquées. Je pense qu'il y a de très grandes chances que je les récupère. Mais par contre, entre-temps, ça m'a bloqué 80 000 euros. J'ai 80 000 euros que je ne peux pas toucher. Et là, je me retrouve avec un trou de 80 000 euros. Il faut savoir que des choses comme ça, plus vous allez avancer, plus on sera dans un système où effectivement l'État va déborder. L'État, pour moi, va de plus en plus déborder parce qu'il a besoin d'argent. On a créé quelque chose de vorace sous prétexte d'avoir quelque chose de quelqu'un qui a des bonnes valeurs. Attention pour vous aussi, quand vous avez des personnes autour de vous qui ont des très 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 bonnes valeurs, qui veulent faire le bien autour de vous, regardez des films, c'est très intéressant, qui peuvent montrer à quel point quand quelqu'un veut faire le bien, peut s'avérer lancer une guerre et lancer des choses à côté. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on a créé un État français très puissant qui peut faire beaucoup d'actions. Et si à un moment, vous vous retrouvez empêtré dans un système dont même les personnes de l'État vont dire que c'est le système qui peut rien et que c'est stupide et c'est illogique,
vous allez vous retrouver à embarquer dans un truc qui peut vous mettre vraiment mal. Donc votre objectif, c'est quand même d'avoir de l'argent de secours qui va vous permettre de maintenir vos business, qui va vous permettre de vivre, qui va vous permettre de sortir d'une situation difficile. Et ça, je pense qu'il faut le faire. De façon les plus simples et les plus facilement mises en place. Vous avez tout ce qui est banque en ligne. Wise, Bunk, N26, You. Donc You, Y-U-H. Donc ça, c'est des banques en ligne. Vous pouvez créer des comptes, vous pouvez mettre de l'argent là-bas, à vérifier, mais normalement, l'État n'ira pas vous saisir vos fonds sur ces banques-là qui sont à votre nom, des comptes déclarés, etc. Ce sera plus compliqué pour l'État. Donc l'État va venir vous faire chier sur vos comptes bancaires classiques en France, etc. Deuxième élément, c'est de se dire, est-ce que je ne mettrai pas de l'argent dans des banques traditionnelles plus américaines? Vous avez le format pour à peu près 10 000 euros. Les banques qui marchent le mieux, donc le top 3, ça va être les USA. Donc c'est encore possible pour vous de créer des comptes bancaires aux USA à distance. Vous allez avoir la Turquie, ça vous permet de le faire. Alors soit vous le faites en allant sur place, en demandant un identifiant fiscal et en créant un compte. Et vous allez pouvoir avoir aussi la Géorgie, donc des banques comme TBC, Bank of Georgia, qui vont vous permettre assez vite d'avoir des comptes bancaires créés à votre nom. Vous allez pouvoir donner ou pas vos références fiscales aussi en France pour que ce soit lié. Moi en l'occurrence en Géorgie, là je suis en train de créer un compte en Géorgie, j'ai donné ma référence fiscale en France. Mais en tout cas ça vous permet d'avoir de l'argent stocké à l'étranger. Alors la Géorgie, c'est le service qui sera sûrement le mieux. La Turquie, ça peut être une très bonne zone d'échange. Et pareil pour les USA. N'hésitez pas, si vous avez des revenus assez conséquents, donc là on parle plutôt de 250 000 euros ou plus, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur LinkedIn ou sur WhatsApp. Je peux vous donner des contacts en fonction de ce que vous voulez faire. Et après, vous allez avoir le Panama. Pourquoi? Mais il faudra avoir l'assistance d'un avocat et attention sur les comptes. Au Panama, c'est un petit peu plus compliqué de faire transiter de l'argent. Et après, vous avez deux types de comptes, l'Ouzbékistan, la Biélorussie, si vous voulez vraiment être hors système avec la Biélorussie qui est proche de la Russie. Sachant que moi, à un moment, j'ai eu un compte temporaire en Russie, ce qui peut vous arriver aussi si vous avez besoin d'une carte bancaire en Russie. Sachez que vous pouvez avoir une carte bancaire temporaire, donc ce ne sera pas un vrai, vous allez avoir un compte bancaire mais qui ne va pas être fonctionnel longtemps. Mais Biélorussie, vous pouvez avoir un compte. Attention pour envoyer de l'argent là-bas, compliqué, et il faudra passer par des intermédiaires souvent pour faire ça. Et après, vous pouvez avoir le Laos aussi, ça peut fonctionner. Si vous avez des revenus beaucoup plus conséquents et que vous voulez adresser, ou du patrimoine plus conséquent, vous voulez adresser des banques plus en dur, vous allez avoir la Suisse, vous pouvez déposer entre 500 000 et 1 million. Vous avez aussi la possibilité fiscalement de devenir résident suisse, ça a travaillé, mais là on est sur des gros montants. Là il faut vraiment être sur du... donc la Suisse, je crois que c'est du 200 000 euros par an si vous voulez faire une optimisation fiscale. En gros, vous avez un threshold de 200 000 euros par an d'impôts, donc il faut être sur des montants d'impôts qui sont plus conséquents de 200 000 euros, voire beaucoup plus pour pouvoir aller là-bas. Vous allez pouvoir aller à Singapour, vous avez des services avec de la qualité. On va être sur les mêmes montants, mais du 250 000, 350 000 euros d'investissement. Vous allez pouvoir avoir aussi les banques malaisiennes et US qu'on peut retrouver à Singapour. Et enfin, il y a Hong Kong, mais là qui perd de la croissance. Donc là, c'est un peu dommage. Ça perd de la croissance. J'ai oublié de vous dire, une des très bonnes façons aussi, on peut revenir avant les banques même, c'est de faire des investissements en contre-titres sur des brokers qui ne sont pas en France. Donc ça va vous permettre d'avoir un broker qui n'est pas en France. Donc on ne va pas pouvoir venir vous chercher votre argent très facilement. Au moins, on vous demandera votre argent au lieu de le saisir, ce qui est beaucoup mieux en termes de négociation et ça vous permettra d'avoir un peu plus de force face à l'État. Les brokers en ligne, vous allez avoir Interactive Broker, qui est une plateforme qui est un peu compliquée à utiliser, mais en tout cas, ça peut bien fonctionner. Et vous avez d'autres comme Trade Republic qui est en Allemagne, etc. Il faut voir à quel point il y a aussi des passerelles qui sont effectuées avec l'État français. Il faut savoir que les États veulent de plus en plus contrôler pour pouvoir faire des saisies et pour pouvoir dire qu'ils sont les plus puissants. Mais en tout cas, vous avez ça. Autre élément, il y a l'or. Alors, vous avez l'or de façon physique, donc c'est un peu compliqué. Si vous avez si vous voulez voyager et que vous avez un lingot d'or, vous risquez de vous faire choper. Le lingot d'or, il est petit, le lingot d'or d'1 kilo. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu, mais un peu compliqué à transporter. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est acheter de l'or et le stocker concrètement dans des pays comme en Suisse. La Suisse, c'est assez réputé pour stocker l'or. Donc, en fait, vous achetez de l'or, pourquoi pas sur Gold Avenue ou autre, et vous le stockez dans des coffres en Suisse. Attention, c'est déclaré. Donc, ces sommes-là sont déclarées et à voir à quel point et dans quelle situation l'État peut décider de lancer un gel des avoirs des ressortissants. Moi, personnellement, ce qui me fait assez peur avec la dynamique actuelle, c'est ce que j'ai pu voir. Donc, en fait, il faut regarder pour se rendre compte en fait, c'est comme quand vous vous mettez en couple. Regardez finalement comment votre compagnon s'est comporté avec son précédent partenaire ou comment il se comporte avec des animaux. C'est ce qu'il faut faire. Et
Donc si par exemple votre partenaire se comporte très mal et parle très mal de son ancien partenaire, vous pouvez vous dire qu'il y a un petit problème. Et pareil, si s'occupe mal des animaux, vous pouvez vous dire ok, ça va pas très bien se passer. C'est bête, mais ça marche assez bien. Vous avez exactement la même chose sur la gestion de l'argent et les pays. Dès que vous voyez un pays ou un État qui va commencer à geler des avoirs lorsqu'il y a une guerre et des avoirs de ressortissants, alors que les ressortissants n'ont rien à voir avec la guerre, vous pouvez savoir que vous, si un jour, par exemple, l'État, la France décide de se lancer une guerre ou décide de dire voilà, aujourd'hui c'est la guerre contre la dette et on doit tous respecter ce combat et du coup tous les ressortissants français doivent mettre leurs économies pour éviter que l'État sombre, ce qui est clairement quelque chose qui peut arriver. Si l'État va clairement se dire ok, il faut geler tous les avoirs français de nos ressortissants, et même aux pays ils vont demander à leurs amis suisses, à leurs amis luxembourgeois, à leurs amis belges de dire ok, non, tant que les gens sont pas en normes chez nous c'est la guerre, ils sont illégaux, c'est des traîtres, on va geler leurs avoirs. Et vous pouvez très vite, et c'est ça où il faut comprendre la subtilité, vous pouvez passer très vite par quelqu'un qui est très respectable dans un pays qui participe à l'économie à quelqu'un qui est un paria et qui est un ennemi et vous avez fait quelque chose de pire que de tuer quelqu'un ou de violer un enfant, encore une fois. Hein. Vous pouvez passer de la case vous êtes bien à une case vous êtes un escroc pas possible très très vite, et dans ces cas-là, et juste parce que vous voulez pas vous faire saisir tous vos biens, et on va vous dire vous êtes illégal. Et ça peut très vite, on peut connaître ça. Et dans ce cas-là, il faut protéger ses avoirs et en avoir à l'extérieur. Du coup, tout ce qui est pour moi en Suisse, ça me pose un peu de problème parce que c'est ce qui s'est passé. Alors là, par exemple, entre la guerre avec l'Iran, il y a eu à Dubaï énormément de gel. On parle beaucoup de Dubaï qui verse de l'argent à l'Iran, mais en réalité, c'est de l'argent qui a été gelé par Dubaï de ressortissants iraniens. Donc là, il y a eu des gels de gens qui avaient des Iraniens qui n'avaient rien à voir avec la guerre et qui avaient leur compte à Dubaï. Ça a été gelé. En Suisse, vous avez énormément d'avoirs, et en France, vous avez énormément d'avoirs russes, de gens qui n'ont rien à voir avec la guerre. Ils se sont vus geler leurs avoirs. Donc du jour au lendemain, ils n'ont plus de thunes. Et ces gens-là, il faudrait que je vous en parle un petit peu plus, mais c'est des gens qu'on va retrouver à Dubaï, qui heureusement avaient 2-3 apparts à Dubaï, qui revendent pour avoir des liquidités, ou qui sont à Chypre, etc., qui vont revendre de l'immobilier pour avoir des liquidités dans des temps compliqués. Là aujourd'hui, on a quand même une évolution où on se rend compte que normalement, ça ne nous arrive pas à nous, ces choses-là. Ça n'arrive pas à la France. Ça n'arrive pas à des pays développés comme ça. Sauf que, vu la direction qu'on prend, à un moment, un État qui passe, et on voit de plus en plus de discours extrémistes qui fonctionnent. Par exemple, à la mairie de Paris, il n'y a plus aucun problème d'avoir un député, pas un député, mais d'avoir quelqu'un de l'État communiste qui va dire, mais de toute façon, voilà, si ça ne vous va pas, je vais prendre votre logement, je vais le saisir et je vais vous exproprier. Voilà les nouveaux discours qu'on entend aujourd'hui, et on a le droit de le dire. Il y a quelque temps, on n'aurait jamais eu le droit de le dire. Là, aujourd'hui, on peut le dire, donc c'est entendable. Donc aujourd'hui, c'est entendable de dire ça. Donc entre le moment où quelque chose est entendable et ça devient un fait réel, c'est quoi l'écart ? C'est un petit peu les commentaires sexistes sur les femmes. Genre faire des commentaires sexistes en disant, t'es une femme, tu sais pas conduire, etc. Entre le fait de faire un commentaire sexiste, plus de pousser, plus de dire à la fin que c'est une véritable action, puis après de dire que les femmes n'ont pas le droit de conduire, c'est pas la même chose, mais grosso modo, on va dans la même direction. Et c'est exactement la même chose avec le discours de l'État, le discours des impôts, le discours des villes, où on retrouve dans un truc où là, aujourd'hui, on se dit, ok, bon, on a le droit de saisir un riche parisien qui a son appartement. Oui, quelqu'un qui gagne plus de 4 000 euros est riche, donc on a le droit de lui prendre 70% d'impôts, pas de problème, etc. Donc là, quand on a un discours global qui va dans cette direction, il faut se protéger. Il faut que vous soyez en capacité de vous protéger vous-même et de savoir que pour la majorité publique des Français, la majorité des Français sont fauchés, la grande majorité publique des Français sont fauchés. Plus les Français sont fauchés, plus l'État prend de l'importance, plus l'État est content de prendre de l'importance, plus des mecs ont du pouvoir pour se dire qu'ils vont tout changer alors qu'ils n'y arrivent pas. Et après, ils vont ne pas justifier qu'ils n'y arrivent pas. Donc c'est pas grave. Donc on est dans un système où on fait que les gens payent tellement d'impôts qu'ils ne peuvent pas se démerder tout seuls. Puis après, on fait que l'État a beaucoup de responsabilités. Ceux qui gèrent l'État, bon, il y a plein de thunes qui disparaissent, on ne sait pas où ça va, mais ils font de la merde et c'est pas grave. Et en fait, on rentre dans un truc où on ne sait pas. On ne sait pas trop où on va, mais en tout cas, on peut avoir un discours qui va être créé, qui va attaquer votre patrimoine. Et c'est pour ça que moi, je ferai une des étapes dont je vous ai précisé avant, voire d'autres. Donc l'or pour la Suisse, ok, pourquoi pas, mais attention, vous avez de l'or à Singapour, c'est mieux parce que c'est plus éloigné. Il faut aller dans des pays qui n'ont pas forcément des gros accords entre eux et qui ont des puissances et qui sont pas collés à la France où il n'y a pas trop d'intérêt ensemble. Et vous avez aussi les USA qui ont quand même des liens avec la France, mais les USA restent quand même costauds pour ce qui est de geler les avoirs, mais attention. Donc Singapour, vous avez Bullion Star, vous avez Silver Bullion, etc. Et pour USA, vous avez Apmex.
Dernier élément, si vous voulez faire de l'immobilier à l'étranger, donc c'est un petit peu plus compliqué quand vous n'y allez pas. Attention, donc vous avez la possibilité de faire avec les bourses, donc de faire avec des REITs qui vous permettent comme des SCPI mais cotés en bourse. Ça, vous pouvez le faire avec, du coup, pourquoi pas, si vous êtes sur Interactive Broker, avec un compte chez un courtier étranger, comme ça vous allez pouvoir avancer dans l'immobilier. Pareil avec Realty, vous pouvez le faire plutôt en crypto. Et enfin, vous avez l'immobilier tout court. Donc là, c'est de commencer à vous diversifier. Pour commencer à vous diversifier à l'étranger, bon, ça dépend de votre parcours, où vous en êtes, etc., et de ce que vous voulez faire de votre vie. Moi, je vous encouragerais fortement à faire du 1000, 2000, voire 10 000 euros de cash flow en France. Vous m'appelez, on fait ça ensemble, on vous entraîne. Et une fois que vous avez ce revenu minimum en France, on peut aller vous diversifier à l'étranger. Votre première priorité, ça dépend comment vous le voyez, mais pour moi, c'est quand même de réussir à avoir un minimum de patrimoine, un minimum de cash flow pour être plus libre, pour après aller explorer d'autres horizons. Encore une fois, vous faites comme vous voulez. Moi, sur l'étranger, là, donc j'ai acheté en Géorgie pour le coup. Et je continue à négocier un club deal en Géorgie pour ceux que ça intéresse, pour qu'on puisse avancer ensemble. Donc il y a ces possibilités d'aller en club deal ensemble pour aller saisir des opportunités. Attention à quoi ça va ressembler. Vous avez aussi beaucoup de projets qui se dessinent au Maroc aujourd'hui. Il y a beaucoup de liens entre la France et le Maroc, donc il faut voir si à un moment il y a des litiges, comment ça pourrait se passer. Mais en tout cas, beaucoup d'expansion aujourd'hui au Maroc. Ceux qui sont plutôt locaux pensent que ça va encore se développer pendant 7 ans. Mais comme d'habitude, on se rappelle, c'est cyclique. La bourse est cyclique, l'immobilier c'est cyclique. Là par exemple on a connu des grosses phases de hausse en bourse. Il y a forcément un moment ça va chuter et ça va rebondir. Mais attention à ces moments en fonction de vos engagements. Dernier élément, c'est bien sûr les cryptos. Donc si vous voulez avoir quelque chose qui n'est pas pour le moment saisissable par l'État tout de suite, c'est pourquoi pas ouvrir directement un compte sur Coinbase, commencer à avoir des cryptos de côté et pourquoi pas les passer sur un compte en hard, donc avec un ledger, comme ça vous permet d'avoir une économie de secours de côté si à un moment ça casse. Ayant fait tout ça, moi je vous encourage quand même à avoir des solutions de côté. Plus vous allez être gros, plus vous allez avoir des boîtes importantes. Moi j'ai des amis qui ont eu des amendes de 350 000 euros, de 400 000 euros sur leur boîte et qui ont pété un câble à un moment en se disant que c'était des amendes non justifiées. Et elles ont quitté la France pour se mettre en résidence, pour simplement ne plus payer les impôts, et en résidence fiscale, plus en France. Et je peux tout à fait les comprendre. Donc en fonction d'où vous en êtes, attention, en France, il faut garder votre pouvoir. L'essentiel, c'est que vous ne soyez pas enterré par une mauvaise opération, un mauvais deal. Et pour ça, il faut que vous ayez de l'argent à l'étranger, et ça vous permette de rester en vie, et après ça vous permette de négocier. Par exemple, vous avez 100 000 euros sur un compte étranger, on vous demande de payer 100 000 euros, on essaie de saisir tous vos comptes en France, il n'y a pas ces 100 000 euros, derrière vous renégociez, vous dites ok, je suis en train de voir ce que je peux faire, étalons comment on pourrait fonctionner. Et là vous avez de l'argent de côté pour pouvoir, si vous avez un business, le garder en vie, continuer à bouffer, continuer à rester en vie, et gérer vous-même en fait, au lieu de vous retrouver à quelque chose qui est imposé. Ces éléments où vous avez des choses qui sont imposées, c'est un petit peu quand votre boîte, vous la placez en plan de sauvegarde ou en liquidation, vous avez des personnes qui vont décider à votre place. Comme quand vous divorcez et qu'il y a un juge, une personne va décider à votre place. L'essentiel, c'est quand même de pouvoir garder un maximum de contrôle, être dans une situation où vous arrivez quand même à survivre et à avoir un plan de secours. Ça vous permettra d'être dans des meilleures circonstances pour pouvoir bien négocier et repartir. Et il n'y a personne de mieux que finalement vous pour réussir à vous dépatouiller. Mais si on vous enlève tout ce que vous avez, je vous assure que là, ce sera très dur de pouvoir, ne serait-ce que repartir. Donc pensez à vous, protégez-vous, pensez à avoir du cash qui va vous permettre, c'est l'étape d'après avoir votre épargne de précaution, mais d'avoir votre épargne de précaution en cas de pépin en France. Voilà, première épargne de précaution en France. Donc les 3 à 6 mois de revenus pour être sûr que vous pouvez couvrir tout ça. Et après, deuxième épargne de précaution, c'est votre épargne de précaution. S'il y a un truc qui capote en France, au moins quelque chose, vous allez pouvoir le garder. Ça peut aller très vite. Je vais essayer de faire venir des avocats ou des personnes qui ont été confrontées à ça. Lorsque vous prenez des risques en reprise d'entreprise, lorsque vous avez des entreprises, etc., assez vite, en fait, normalement, on fait des boîtes pour pas qu'on puisse taper sur notre patrimoine personnel. Donc, par exemple, disons qu'à un moment, vous êtes condamné pour mauvaise gestion. Ça peut aller très, très vite sur une entreprise. La mauvaise gestion, malheureusement, passe au pénal et potentiellement, c'est vous, en personnel, vous allez devoir rembourser certaines choses. Donc, attention à ces éléments-là. Moi, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs vraiment, vraiment mal vivre ça et se rendre compte, en fait, on ne se rend pas compte des risques qu'on prend quand on fait des activités, des business, etc. Et c'est normal, indirectement, sinon on ne les ferait pas. Mais l'objectif, c'est que vous soyez
vous protéger simplement et que vous soyez en position de force et pas vous retrouver tributaire et totalement au bout de tout ça. Voilà, j'espère que cet épisode vous a fait plaisir. Si vous avez des expériences et des retours d'expérience là-dessus, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur LinkedIn ou sur Insta. Et moi, je vous dis à très très vite. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.